Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, dans lequel je vous propose de vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. Chaque mois, je vais aborder une thématique qui va s'élaborer au fil d'épisodes hebdomadaires. Comme première thématique de cette première saison, nous commencerons par le commencement, ce qu'est la psychanalyse et ce qu'elle n'est pas. Nous avons évoqué dans les 2 premiers épisodes l'invention de la psychanalyse ainsi que le fait qu'elle n'est pas une thérapie. Dans ce 3e épisode, nous allons nous poser la question suivante: à qui s'adresse la psychanalyse ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend. C'est parti ! Une fois que l'on a dit que la psychanalyse n'était pas une thérapie, la question se pose de savoir à qui s'adresse-t-elle ? Pour l'instant, jamais une personne n'est venue en consultation en prévision d'un mal-être à venir, par prudence, précaution, anticipation ou curiosité. Certaines viennent consulter pour continuer un travail préalablement entamé ailleurs avec quelqu'un d'autre, mais pour la plupart des personnes qui poussent la porte de mon cabinet ou composent mon numéro, elles prennent rendez-vous car elles se trouvent dans une situation d'urgence. Elles vont mal, elles souffrent, elles cherchent de l'aide. Mais finalement, toutes ne feront pas une analyse, une vraie. Quand je dis une analyse, une vraie, ce n'est pas tant en termes de durée qu'en termes de type de travail. Une analyse, c'est long, c'est vrai. Ça prend plusieurs années. Cela monte généralement même quelque part entre 5 et 10 ans pour celles et ceux qui en viennent à vouloir devenir analystes. Une analyse peut se faire d'une traite avec la même personne ou bien en plusieurs fois avec des analystes différents. Chacun fait sa sauce. Bien souvent, on fait ce que l'on nomme des tranches d'analyse, c'est-à-dire des périodes de quelques mois, quelques années. Je ne suis pas fan de ce terme, je préfère parler de saisons, un peu comme pour les saisons d'une série. Je ne vous apprends strictement rien en vous disant qu'il existe tout un tas d'approches psy. L'essentiel étant que chacune, chacun trouve là où les approches et là où les personnes qui exercent cette approche qui lui correspondent. Ça le fait, très bien, ça ne le fait pas, on cherche ailleurs. Bon, ok, mais alors, venons-en au fait, à qui s'adresse la psychanalyse ? Pour quelle personne peut-elle être une approche pertinente ? Là, comme ça, j'ai envie de répondre qu'elle est faite pour les assoiffés d'azur, les poètes, les fous. En effet, la psychanalyse correspond généralement bien aux personnes qui ne peuvent jamais se satisfaire de réponses toutes faites, de réponses qu'on leur suggère, voire de non-réponses, voire de réponses, et qui ont toujours besoin de trouver un sens qui leur soit propre. Et à partir de là, et donc souvent à partir de leurs manifestations psychiques, somatiques, diverses et variées, d'inventer leur manière d'habiter le monde. Celles et ceux qui ont besoin de faire leur sauce, qui ont horreur qu'on leur dise quoi faire, quoi penser, et qui partent en courant dès que quelqu'un essaie de les conseiller, quand bien même ils en font la demande, car on reste très ambivalents, les êtres humains, cela, ça peut leur correspondre, la psychanalyse. Celles et ceux qui ne veulent pas qu'on leur trouve de solution, qui veulent comprendre par eux-mêmes, explorer par elles-mêmes, construire leurs réponses et se poser beaucoup de questions, sont des personnes qui trouveront probablement de quoi se mettre sous la dent en analyse. Vous l'aurez compris, la manière dont la psychanalyse conçoit l'éthique d'une personne et ses manifestations fonde la manière dont elle conçoit le sujet. L'un comme l'autre sont à écouter, d'une écoute inconditionnelle, c'est-à-dire sans condition préalable, sans a priori, sans chercher à faire taire ou ne pas dire quoi que ce soit. Toute parole a sa place en psychanalyse. Elle doit pouvoir se dire, et au-delà, s'élaborer, se questionner, se tisser. De fait, le sujet n'est pas un ou une patiente à soigner, une victime à défendre, du moins pas que. La personne qui vient consulter, bien qu'elle puisse en faire la demande, n'est pas là pour qu'on lui trouve des solutions, parce qu'en tant qu'analyste, on saurait pour elle ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ce savoir supposé à l'analyste est nécessaire, du moins dans un premier temps, pour celle ou celui qui vient consulter, mais être analyste signifie que nous devons nous garder d'en être dupes. Pas plus que nous sommes là pour aider, pour soigner, nous ne sommes là pour savoir à la place de l'autre, puisque je le répète, j'insiste, et je le dis même en gras en italique et surligné en orange, personne ne sera jamais à la place de personne. Jamais. Dans cette théorie des discours, je vous laisse explorer plus en avant par ailleurs si ça vous intéresse, Lacan nous dit que le discours analytique est celui dans lequel le sujet est responsable de son dire. D'où son concept d'une éthique du bien-dire, ce qui renvoie au fait de dire sa vérité, c'est-à-dire d'énoncer et d'élaborer le rapport qu'en tant que sujet, une personne entretient avec ce qu'elle dit. Dans ce discours-ci, une manifestation, autrement appelée un symptôme, est au travail, et elle n'est pas en place de ce qu'il faudrait éradiquer puisque le sujet s'y dit. À noter d'ailleurs que le discours capitaliste se fonde sur l'élimination du symptôme, en faisant miroiter au sujet qu'à un moment ou un autre, quelque chose viendra combler son désir.
Rencontre ratée s'il en est, puisque, vous l'aurez constaté vous-même, aucun objet, aucune activité, aucune relation ne vient combler votre désir au point de faire de vous quelqu'un qui ne manquerait plus jamais de rien. Ce serait terrible d'ailleurs de ne plus manquer, car on n'aurait plus rien à désirer. Et alors qu'est-ce qui nous pousserait hors du lit le matin? Hein? Je vous le demande. Il est indéniable, bien entendu, que notre histoire a une influence considérable sur nous en tant qu'individus. Mais, nous n'en sommes pas le produit pur et simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme, du moins rien qui relèverait d'une fatalité écrite dans notre histoire. Considérer cela reviendrait à nier la position de sujet. Certes, chaque sujet a une histoire, mais il en est aussi une réponse en acte, en parole, et pourrait-on rajouter en manifestation. C'est bien pour cela que, même dans les choses les plus atroces et dévastatrices que peut vivre une personne, la manière dont elle va les traverser lui appartient. Il ne lui appartient pas de subir des violences sexuelles, une guerre, un harcèlement, la mort d'un être cher. Mais ce qui lui appartient, c'est la manière dont elle va faire avec ce qui lui est arrivé, avec ce qui lui arrive, et qu'elle n'a pas choisi. Eh bien, souvent on fait comme on peut, avec notre histoire, notre tempérament et les drames et bonheurs qui jalonnent notre vie. Restaurer le statut de sujet à un individu se fait à partir de là, du fait que chaque sujet est activement responsable de ce qu'il fait de sa vie, même s'il est victime par ailleurs de ce qui lui arrive. Il est responsable de ce qu'il va en faire, puisque ça lui appartient, et qu'il n'est pas une marionnette à la merci de la fatalité, du déterminisme, de la génétique ou de quelque volonté divine. En tout cas, voilà notre postulat d'analyste, chacun pense ce qu'il souhaite. Cela signifie que chaque individu trouve une manière de faire avec ce qui lui tombe dessus, que cette réponse est singulière, unique, et que donc dans ses actes, ses paroles et ses symptômes, qui ne sont autres que des solutions trouvées pour faire face à un conflit psychique, je le rappelle, le sujet se dit dans sa vérité, il se dit dans sa manière de faire face à l'impossible et l'impensable, face auquel il tente de se tenir. La psychanalyse apparaît alors comme ce pas de côté, ce décalage proposé au sujet pour voir où il se tient, et essayer de s'en expliquer, pour lui-même, à lui-même, pour y trouver ce qui l'y aliène, et éventuellement se libérer, autant que faire se peut, en continuant de tisser un récit singulier, unique, en perpétuelle écriture, c'est-à-dire son récit. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.